Donné beaucoup d'amour, j'ai été élevé dans l'amour et la gaieté. Mes chers spectateurs, ce soir je vous emmène derrière le sourire éclatant d'un homme que la France a longtemps adoré. Jean-Paul Belmondo, le magnifique. Ce cascadeur intrépide, ce séducteur canaille, ce monument du cinéma qui semblait porter la vie comme un éclat de rire permanent. Mais qui aurait pu imaginer qu'à 87 ans, le plus insouciant de nos héros allait laisser tomber le masque pour livrer une vérité troublante? Car dans un entretien resté presque confidentiel, Belmondo a osé dresser la liste des 5 personnes qu'il n'a jamais pu pardonner. 5 noms qu'il a gardés dans un coin de sa mémoire, comme des épines plantées au plus profond de son orgueil blessé. Comment un acteur capable de toutes les acrobaties, de tous les sourires charmeurs, de tous les rôles de voyou au grand cœur, a-t-il pu nourrir une rancune tenace, parfois tapie dans l'ombre des projecteurs? Pourquoi briser ce silence à l'automne de sa vie au risque de ternir l'image d'un éternel bon vivant? Ce soir, vous allez découvrir la face cachée de Bébel, celle qui ne l'a montré qu'à demi-mot comme un dernier coup d'éclat avant de dire adieu aux planches et aux caméras. Jean-Paul Belmondo, c'est d'abord une naissance sous une bonne étoile artistique. Fils du sculpteur Paul Belmondo, une figure respectée du monde des arts, il grandit dans les ateliers, entre les blocs de marbre et l'odeur du plâtre. Dès son plus jeune âge, il respire la création, mais rien ne laissait présager qu'il deviendrait le symbole le plus insolent et le plus attachant de la nouvelle vague. À l'adolescence, son visage cabossé, ses allures de boxeur et son insolence presque enfantine le distinguent des jeunes premiers trop lisses de l'époque. Il ne rentre pas dans les cases, il ne plaît pas aux académies, mais Jean-Paul en fait une force. Après des débuts difficiles, de petits rôles mal payés et des refus blessants, la chance lui sourit enfin grâce à un certain Jean-Luc Godard. Avec À bout de souffle, le cinéma français découvre une nouvelle icône. Un voyou tendre, un aventurier rieur, un charmeur à la cigarette pendue aux lèvres. Bébel devient le copain idéal, l'amant de rêve, celui qui ose tout, sans doublure ni filet de sécurité. Il saute des toits, conduit des bolides, boxe à main nue, défiant la mort comme pour défier l'ennui. Dans les années 60 et 70, il enchaîne les succès. Pierrot le Fou, Le Professionnel, L'Homme de Rio, il tourne avec les plus grands réalisateurs et devient le roi du box-office. À chaque cascade, à chaque réplique cinglante, le public l'applaudit debout. On l'admire pour son courage, son rire tonitruant, sa fidélité à son public populaire. Sa vie sentimentale alimente aussi les fantasmes. Séducteur impénitent, il collectionne les conquêtes. Mais derrière cette image de playboy, il y a un homme sensible, parfois écorché. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un camarade généreux, mais rancunier, capable de pardonner beaucoup, sauf l'humiliation. Sa rivalité notoire avec Alain Delon, son amitié tumultueuse avec Godard ou encore ses liaisons passionnelles avec des icônes comme Ursula Andress nourrissent sa légende. Mais, sous la lumière aveuglante, Belmondo porte aussi ses blessures comme des trophées cachés. C'est que Legge, ses rivaux, ses réalisateurs n'ont pas toujours mesuré l'étendue de sa fierté. Il était capable de rire de lui-même, mais pas qu'on se moque de lui. C'est cet orgueil d'enfant du peuple, forgé sur les rings de boxe, qui l'a maintenu debout face à l'adversité. À l'heure où le rideau s'apprête à tomber, Jean-Paul Belmondo n'est plus seulement ce sourire canaille figé sur les affiches vintage. Il est un homme, tout simplement, qui ose poser des mots sur ce qu'il a toujours tu. Une confession inattendue, un ultime coup d'éclat, qui prouve que même les héros vieillissent, mais ne plient jamais totalement. Pendant des décennies, Jean-Paul Belmondo a incarné la légèreté, le panache, le goût du risque et l'amitié fidèle. Pourtant, derrière cette façade de voyou charmant, se cachait une liste noire soigneusement gardée, faite de désillusions et de blessures sourdes. À l'aube de ses 87 ans, comme s'il voulait alléger son cœur avant de tirer sa révérence, Bébel a laissé filtrer quelques confidences. Certains noms continuent de brûler son esprit, mais tous ne sont pas devenus ses ennemis jurés de façon tonitruante. Non, certains l'ont déçu sans éclat, par des mots murmurés dans l'ombre, par des portes fermées, sans explication. Dans ses relations troubles, on trouve François Truffaut,
le génie de la nouvelle vague qui, malgré l'admiration mutuelle du début, n'a jamais offert à Belmondo le rôle qu'il attendait. Pour Bebel, c'était plus qu'un refus, c'était le symbole d'un manque de reconnaissance. Truffaut, toujours auréolé de prestige intellectuel, semblait le juger trop populaire, pas assez raffiné pour ses drames subtils. Ce rejet a laissé Belmondo amer, lui qui aimait qu'on le respecte pour sa liberté et son style unique. Puis vient Jean-Luc Godard, paradoxalement l'homme qui l'a révélé au monde avec À bout de souffle, mais aussi celui qui l'a tant de fois blessé sur les plateaux. Leur collaboration, passionnée mais chaotique, se teintait de disputes artistiques. Godard imprévisible le poussait à bout, exigeait l'impossible, puis se permettait des critiques cinglantes en public. Bien qu'il soit resté lié dans la légende du cinéma, Belmondo n'a jamais vraiment digéré certains mots. Il racontait plus tard à demi-mot qu'il avait eu l'impression d'être un jouet de Godard, un bébé du nouveau cinéma qu'on exhibait mais qu'on ne respectait pas vraiment comme homme. Enfin, il y a Claude Lelouch, celui qui aurait pu devenir un complice de longue date. Leur premier projet commun laissait espérer une belle entente, deux rêveurs, deux conteurs, une même passion pour les images qui parlent au cœur du public. Mais derrière les sourires des coulisses, la machine s'est grippée. Des rumeurs disent qu'ils se sont disputés sur des choix artistiques majeurs, que Belmondo se sentait trahi par certaines décisions unilatérales. Ce n'était pas une guerre ouverte, pas d'insultes sur les plateaux, mais une blessure silencieuse, le sentiment de ne pas avoir été respecté comme l'artiste qu'il était devenu. Ces trois noms, François Truffaut, Jean-Luc Godard et Claude Lelouch, ne sont pas des ennemis tapageurs, ce sont des souvenirs de confiance brisée, de rêves interrompus. À chaque fois qu'on évoquait leur nom, Belmondo haussait les épaules, lançait un sourire forcé. Mais dans le secret de sa loge, la rancune se nourrissait du temps qui passe. Pour lui, la trahison la plus douloureuse n'est pas celle qui se crie sur les toits, mais celle qui se glisse dans le silence et vous laisse seul avec vos doutes. Mais s'il y a bien des noms que Jean-Paul Belmondo a gravés à jamais sur sa liste noire, ce sont ceux dont la trahison a éclaté au grand jour, sans ambiguïté, sans faux-semblant. Ces inimitiés assumées ont façonné sa réputation de dur à cuire au cœur tendre. En tête de cette liste figure sans conteste Alain Delon, l'éternel rival. Dès leur début, les deux monstres sacrés du cinéma français ont joué un jeu de miroir cruel. Delon, l'élégance froide et féline, Belmondo, la gouaille, le coup de poing et le sourire ravageur. Longtemps, la presse les a opposés, les plaçant sur un ring imaginaire où chaque succès de l'un alimentait la jalousie de l'autre. On raconte qu'ils se disputaient les mêmes rôles, les mêmes producteurs, parfois même les mêmes femmes. Leur rivalité devint publique quand Delon, dans une interview restée célèbre, laissa entendre que Bebel n'était qu'un cascadeur de fêtes foraines, incapable de jouer la subtilité. Belmondo, piqué vif, répondit sur un ton goguenard, mais la blessure était profonde. Lui qui avait toujours tenu à exécuter ses cascades lui-même, par respect pour le public, ne supportait pas d'être rabaissé ainsi. Cette pique cristallisa des années de tension. Ils pouvaient sourire ensemble lors d'avant-premières, mais chacun savait que l'autre rêvait de le voir trébucher. Et puis, il y a Ursula Andress, la femme fatale par excellence, qui partagea un temps la vie de Belmondo. Leur idylle, digne d'un conte de fées de l'amour, fit rêver la presse people. Le séducteur français et la James Bond girl formaient un couple sulfureux, beau à faire pâlir la pellicule. Mais derrière les flashs et les baisers volés, se cachait une histoire de passion dévastatrice. Leur séparation fut aussi bruyante que leur amour avait été incandescent. Ursula, dans un élan de rancune, accusa Belmondo de jalousie maladive, d'infidélité, et déballa leur secret de chambre devant les tabloïds. Pour Bebel, cette humiliation publique fut insupportable. L'homme qui avait toujours contrôlé son image de voyou, libre et maître de son destin, se retrouvait soudain exposé, vulnérable, trahi par celle qu'il pensait apprivoiser. Ces deux noms, Delon et Andress, sont le sommet de sa rancœur. À chaque souvenir, il ressassait les mots qu'il ne pardonnerait jamais. Dans une confidence rare, il lâcha un jour « Je ne pardonne pas à ceux qui m'ont piétiné devant tout le monde. La douleur privée, je peux l'avaler. Mais l'humiliation publique, jamais. » Ces affrontements marquèrent sa carrière autant que ses cascades. Pour le public, ces querelles étaient du pain béni, du glamour tragique à la française,
Pour Belmondo, c'était un poison lent, nourri par la fierté et le besoin irrépressible de rester debout. Plus le temps passait, plus cette rancune devenait un talisman, la preuve qu'il n'avait jamais plié même face à ses plus grands ennemis. Ce qui surprend, c'est qu'à 87 ans, Jean-Paul Belmondo ait décidé de briser ce silence qu'il avait gardé si longtemps, comme un secret honteux qu'on enferme dans une vieille malle au fond d'un grenier. Un après-midi d'automne, assis dans son salon baigné de lumière, Bébel s'est confié à un journaliste de confiance, l'un des rares qu'il acceptait encore de recevoir. Pas de caméra clinquante, pas de projecteur, juste un magnétophone posé sur une table basse, un verre d'eau, et sa voix grave qui tremblait parfois entre deux souvenirs. Il a prononcé les noms, sans trembler, comme un homme qui sait que ces mots resteront gravés plus fort que toutes ces cascades. Je ne veux pas qu'on raconte n'importe quoi après moi. Je veux qu'on sache ce que j'ai ressenti vraiment. Autour de lui, ses enfants, ses petits-enfants l'écoutaient, partagés entre la fierté de voir leur père si droit et l'inquiétude de le sentir toujours habité par cette colère. Certains l'ont supplié de tout laisser derrière lui, de ne garder que le bon, les rires, les plateaux de tournage, les applaudissements. Mais Belmondo, fidèle à cette droiture cabossée qui a fait de lui un héros populaire, refusait de gommer le sel amer de son histoire. Pour lui, avouer ses haines tardives, c'était aussi se libérer. Je pars sans mensonge, je veux qu'on m'aime pour l'homme que j'étais, pas pour une image polie. Dans ces mots, il y avait pourtant une tendresse inattendue. Il parlait de ceux qui n'avaient jamais failli, ses amis de toujours, ses techniciens préférés, ses cascadeurs qu'il saluait avant chaque prise risquée, comme une fratrie silencieuse. Il évoquait aussi son public, ces inconnus qu'il arrêtait encore dans la rue, lui glissaient un merci, un sourire timide, un « vous êtes toute mon enfance ». Pour eux, pas de rancune. C'est grâce à eux que j'ai tenu si longtemps, même quand j'étais seul. Dans cet aveu presque solennel, Belmondo montrait qu'un homme peut tout encaisser, sauf l'humiliation publique. La trahison privée, ça s'oublie. L'humiliation devant le monde entier, jamais. À la fin de l'entretien, sa voix s'est brisée, mais son regard pétillait encore de ce défi qu'il lançait à la vie. Je pars léger, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dans la pièce, le silence a remplacé les applaudissements qu'il avait si souvent entendus, mais il n'en avait plus besoin. Sa dernière cascade, c'était peut-être celle-là. Montrer qu'un héros peut vieillir, pleurer, se souvenir, sans jamais se trahir lui-même. Après tout, comme il le soufflait dans un demi-sourire, il ne reste que la famille, mes vrais amis, et ceux qui savent déjà tout ça. Et dans ses larmes discrètes, se cachait encore la fierté du voyau magnifique qu'il restera pour toujours. Et maintenant, chers spectateurs, que penser de ces mots lâchés à la fin d'une vie si éclatante ? Faut-il juger un homme sur ses rancunes ou sur tout ce qu'il a offert au monde malgré elles ? Jean-Paul Belmondo, ce cascadeur du cœur, a préféré partir sans phare, avec ses blessures encore à vif, comme pour rappeler qu'aucune gloire, aucune statue de marbre ne peut effacer complètement l'ombre de l'humiliation. Peut-être qu'au fond, nous portons tous nos petites listes noires, ces noms comptés par politesse, mais qui nous hantent la nuit. Alors dites-moi, vous, chers amis, si vous aviez la chance de tout avouer avant de quitter la scène, oseriez-vous citer ceux qui vous ont trahi, ou choisiriez-vous de leur offrir un pardon silencieux ? La vie de Bébel nous laisse cette question suspendue. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd au seuil de la mort ? Le regret de n'avoir pas tout dit ou celui d'avoir trop gardé en soi ? Derrière le rideau de velours rouge, Jean-Paul Belmondo nous lègue bien plus qu'un sourire de voyou. Il nous offre un dernier rôle, celui d'un homme qui ose regarder ses fantômes en face. Et peut-être qu'en les nommant, il a trouvé sa